En entrant dans la zone, les Ukrainiens s'empressent de détruire les symboles faisant référence à la Russie. La ville d'Izium vient d'être libérée. Pendant la nuit, après un tir d'artillerie intense, les Russes ont fui. Les habitants sont allés à la rencontre de leur libérateur. Hier matin, il y avait des Russes. Ce matin, déjà des Ukrainiens. Dire que je suis heureux n'est pas suffisant. Je n'ai vraiment pas de mots pour m'exprimer. Selon le gouvernement ukrainien, en un peu plus de 24 heures, l'armée a libéré près de 30 localités et 3000 km² de territoire occupés par la Russie. Le mouvement se poursuit à l'heure actuelle. Izium était un important centre logistique et administratif des armées russes en campagne. De grandes quantités de matériel ont été retrouvées par les soldats venus déminer la zone. Le départ des Russes semble avoir été fait dans la précipitation. Tout leur matériel explosif est toujours là. Ils ont laissé toutes leurs réserves de munitions. Nous pouvons les prendre pour faire nos opérations. Il y a beaucoup de munitions pour les chars, pour l'artillerie. Il y en a beaucoup. Mais l'armée russe poursuit aussi le combat. Des tirs d'artillerie sur Kharkiv ont eu lieu de nuit. Des bombes ont atteint les environs de la centrale électrique de la région. Un missile a frappé le site et ses infrastructures. Les transformateurs qui desservent la ville de Kharkiv ont été endommagés. Mais la contre-offensive ukrainienne se déroule aussi dans le sud du pays, dans les environs de la ville de Kherson. Là aussi, l'armée ukrainienne dit avoir atteint des objectifs. Nous avons libéré environ 500 km² et nous pouvons constater que dans la région de Kherson, les localités de Vysokopilia, Bilogirka, Soukistavok et Myrolyubivka, à ce jour, sont libérées. L'Ukraine semble avoir repris l'initiative dans le conflit après de longs mois de stagnation. Le ministre ukrainien de la Défense ne cache pas sa confiance, né d'avoir pu mener 2 opérations d'envergure à 700 km de distance l'une de l'autre. Et la question, elle est là, cette contre-offensive ukrainienne marque-t-elle un tournant dans la guerre? On va voir tout cela avec vous, Catherine Tonero. Alors Catherine, tout d'abord, comment l'Ukraine est-elle parvenue en fait à cette percée dans le nord-est du pays? Eh bien, c'est d'abord, François, une manœuvre de diversion. Début septembre, l'armée ukrainienne avait annoncé une première contre-offensive ici dans le sud, du côté de Kherson. La Russie y avait alors envoyé ses troupes depuis Kharkiv en renfort dans le nord-est. Un dispositif russe amoindri donc ici, dont ont profité les troupes ukrainiennes avec cette avancée surprise et éclair des derniers jours. Elle aurait permis de récupérer, on l'a vu dans le sujet, environ 3000 km² de territoire. Retiré donc de cette zone, le gros des forces russes, lui, reste dans cette bande du sud-est, grosso modo de Kherson à Mariupol jusqu'aux républiques séparatistes du Donbass. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'état des troupes sur le terrain ? Eh bien, aucun chiffre officiel ou indépendant sur leur nombre exact. Les armées russes comme ukrainiennes sont évidemment affaiblies après plus de 6 mois de conflit. Aujourd'hui, la Russie peine aussi à recruter de nouvelles troupes et à s'approvisionner en matériel. Alors la suite va dépendre surtout de la question de l'armement en fait. Effectivement, on sait que la Russie, elle utilise beaucoup d'armements obsolètes car son stock s'épuise. D'après le renseignement américain, elle achèterait pour des millions de dollars d'obus et de roquettes à la Corée du Nord, mais aussi des drones à l'Iran. De son côté, l'Ukraine continue, elle, à recevoir des armes lourdes de l'Occident. Exemple, les lance-roquettes HIMARS livrées par les États-Unis. Ils ont d'ailleurs contribué au dernier succès de l'armée qui s'approvisionne aussi en obus auprès du Pakistan. Des experts affirment que techniquement, cette armée ukrainienne, elle a de quoi tenir jusqu'en hiver. La question qui se pose en fait, c'est qui de l'Ukraine ou de la Russie épuisera en premier son équipement militaire. Merci Catherine pour toutes ces explications. Et l'Ukraine qui recommence à exporter ses céréales. Un bateau chargé de colza est arrivé au port de Gand. C'est une première depuis que la guerre a éclaté dans le pays. Éric Bévert et Étienne Letellier ont pu monter à bord. On regarde. Zehaï, son nom l'indique, tout comme les consignes de sécurité qui accueillent le visiteur à bord. C'est un bateau chinois qui a accosté au port de Gand. Mais sa cargaison provient bien d'Ukraine. Depuis la guerre, il n'y a plus de navires qui venaient de l'Ukraine. Il apporte du colza, 30 000 tonnes, et en fait, oui, c'est le premier bateau qui est venu. Parti du grand port ukrainien d'Odessa, le navire a mis 2 semaines pour rejoindre la Belgique. We follow the international corridor. Then we are entering the Ukraine tourists, and then the Ukraine army will be on board for inspection. Then we'll go to alongside.
Destiné à devenir de l'huile végétale ou de l'aliment pour bétail, le colza est extrait du navire à l'aide d'une vis d'Archimède, un procédé mécanique bien plus rapide qu'un aspirateur. Il est aussitôt transporté par tapis roulant vers l'entreprise où il est contrôlé et pesé. Il sera ensuite stocké dans ces immenses silos ou directement rechargé sur des péniches à destination de clients belges, allemands, néerlandais ou français. Cet arrivage est une bonne nouvelle pour l'économie ukrainienne qui peut à nouveau exporter ses matières premières, mais pas seulement pour elle. 25 à 30% de notre volume vient de l'Ukraine. Normalement, on décharge quand même 4,5 millions de tonnes par an, donc c'est certainement une région très importante pour Eurosilo. Ça veut dire que c'est le premier, il y en a d'autres qui vont revenir ? Il y en a déjà plusieurs sur le planning. Donc oui, il y a encore des bateaux d'Ukraine qui vont venir. Ouais. Après la saison du colza, on attend ici des cargaisons de maïs, de blé et de tournesol. Des livraisons rendues possibles par l'accord passé fin juillet entre l'Ukraine et la Russie. Selon Vladimir Poutine, ces exportations profiteraient majoritairement à l'Europe au détriment des pays pauvres. Mais vérification faite, la part européenne ne dépasse pas 36%.